Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le game plan sur Nassourdine Imavov contre Ikram Aliskerov. On prend peu d'avance pour l'UFC 294. Aldric, comment vas-tu et qu'est-ce qui t'excite le plus dans ce combat? Salut mon Chris, bonjour à tous. Écoute, belle opposition. J'ai envie de te dire, je ne sais pas si je vais inventer un mot, mais Dagestano-Dagestanaise, donc c'est rare, c'est rare. Ce sont des peuples qui souvent refusent de s'affronter, c'est des choses qu'on voit très peu. Donc il y a une dimension, cette dimension-là me paraît intéressante. L'opposition de style est intéressante. Deux, et il y a quand même, ils ont des adversaires en commun, il y a une petite histoire derrière tout ça, et je trouve que Nassourdine fait beaucoup de progrès sur ces 12 derniers mois, donc ouais, très très hypé par ce combat en ce qui me concerne. Ouais, pareil, vraiment ultra hypé, surtout sur l'opposition de style, tout simplement. Je pense que là où Nassourdine excelle, il est largement au-dessus de Aliskerov, et là où Aliskerov excelle, il peut vraiment mettre en difficulté Nassourdine, et donc il y a une énorme importance, je trouve, sur l'approche stratégique dans ce combat, et c'est pour ça que l'épisode sera chouette à enregistrer. Je te propose qu'on lance le générique et qu'on se retrouve juste après. C'est parti. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Merci donc à Unibet pour leur soutien et leur confiance. On rappelle, comme d'habitude, s'il vous plaît, si vous décidez de jouer, jouez de manière récréative. Ce n'est pas en pariant que vous allez changer votre vie financièrement. Donc voyez ça comme un moyen qui vous pousse à plus analyser les combats, à être encore plus fan et plus passionné du MMA. Notre lien en description vous offre jusqu'à 100 € de free bet et on rappelle évidemment, c'est interdit aux moins de 18 ans. Alors ici, on est très tôt, on n'a pas encore les cotes de paris sur unibet.fr, donc je suis allé les chercher sur les sites américains et je t'avoue que j'ai été très surpris, très surpris. On est à moins 120 pour Ikram, à moins 110 pour Nassour, donc on est quasi sur du 50-50 avec un léger penchant pour Ikram Aliskerov. On va dire qu'on est sur du 52-48. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, si j'avais dû donner un favori, moi, bon, on en parlera peut-être plus tard, mais moi je serais plutôt dans l'autre sens. Alors pas sur du 60-40, mais au moins sur du 55-45. Je te rejoins. Moi, à la limite, je suis même sur du 60-40, je t'avoue, pour Nassourdine. Et justement, on va en parler maintenant. Ouais. Alors, ce que je te propose, c'est que je fasse comme d'habitude, je fais un petit tour d'horizon des deux profils pour que notre audience se plonge dans le bain de qu'est-ce qu'a fait Nassourdine récemment et qui est Ikram Aliskerov, parce qu'au final, ce sera officiellement son deuxième combat à l'UFC. Il est rentré par le Dana White Contender Series. Donc tout le monde ne le connaît pas encore, même si, étant donné qu'il a un nom daguestanais, comme tu l'as dit au début, les gens le voient comme déjà une superstar. Donc j'ai commencé par lui, Ikram Aliskerov, gros passé de samboïste, donc ça on va revenir dessus. En MMA, il a 14 victoires, une défaite. Sa défaite, elle est contre Khamzat Chimaev, c'était au Brave, il perd par KO sur un uppercut dans la première reprise, ça remonte à 2019, et depuis il est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 victoires. Sur les 14 victoires, il en a 5 par KO, 5 par soumission et 3 à la décision. Et donc, je n'ai pas expliqué à quoi ressemblent ces 5 derniers combats parce que la plupart d'entre nous, et je ne vais pas mentir, même moi-même, je ne connais pas spécialement ces derniers adversaires. Il est rentré à l'UFC en plaçant une Kimura en 2 minutes et 9 secondes sur Mario Souza. Et je pense qu'il a un peu choqué le monde en mettant un KO debout sur Phil Hawes. C'était à l'UFC 288. Donc, voilà pour Ikram Aliskerov. Du côté de Nassourdine Imavov, on est sur un palmarès de 12 victoires pour 4 défaites en professionnel. Il est à l'UFC déjà depuis 7 combats, ce sera son 8e. Il a 4 victoires, 2 défaites et le no contest contre Chris Curtis. Un no contest dans lequel il était très bien parti pour une très belle victoire. Sur ces 12 victoires, 5 par KO, 4 par soumission, 3 à la décision. Ça ressemble un peu à ce qu'on a chez notre ami Aliskerov. Sur ces 5 derniers combats, bah, tu l'as dit, l'adversaire commun, Phil Hawes, Nassourdine Imavov a perdu à la décision majoritaire. Ensuite, il a enchaîné 3 victoires contre Jan Heinisch par TKO dans le deuxième round, contre Edmen Shaibazan par TKO dans le deuxième round,
puis sa victoire à l'UFC Paris 1 contre Joaquin Buckley à la décision unanime. Ensuite, sa défaite en 5 rounds dans la division du dessus sur un très short notice contre Sean Strickland. Et puis, il y a ce no contest contre Chris Curtis, un combat dans lequel il était très, très bien installé. Alors, sur quelle question est-ce que je vais te lancer? On va faire très simple. Ikram Aliskerov, j'imagine que tu as regardé quelques combats à lui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui, sur ses forces et faiblesses? Écoute, 1m83 gaucher, effectivement, j'accorde une grande importance au mot sambo parce que c'est du vrai sambo qu'il fait, c'est-à-dire que il a ces orientations de frappe qui le rendent très dur à lire. C'est-à-dire que, tu sais, ces samboïstes, pour imager un petit peu avec les gens qui connaissent pas trop, ils se rendent compte. Je compare souvent ce style à celui de Fedor dans les années 2000. Et en fait, c'est beaucoup de crochets, beaucoup de variations de niveau avec des crosses. Et du coup, ça rend ça très difficile à lire. Et si en plus la puissance est au rendez-vous, ça fait un combat compliqué quand même. D'où le fait que pour moi, il est en dessous de Nassourdine en striking, très nettement. Il est en dessous de Nassourdine en déplacement. Mais il lutte encore beaucoup, il met beaucoup d'incertitudes dans... Quand je dis il lutte encore beaucoup, parce qu'aujourd'hui c'est moins à la mode. C'est-à-dire que tu as beaucoup de combattants dagestanais qui se servent beaucoup du striking et qui luttent de moins en moins. Et non, lui s'en sert encore beaucoup de sa lutte. Et surtout, il n'a pas un grand endpoint hyper varié mais puissant, et il est très fort au sol. C'est-à-dire qu'il y a des grosses finalisations qui sont capables de sortir. Une croix, il fait bien le contrôle Kimura, il travaille bien sur les étranglements nord-sud, il prend bien le dos. C'est un garçon qui a un grappling qui est efficient. Donc voilà, c'est trajectoire très compliquée. Le fait qu'il recule pas ou peu et qu'il prend les coups, il frappe fort, et son grappling, je veux dire, c'est plus compliqué de scrambler avec ce genre de profil en grappling parce que c'est fort au sol. Donc si tu scrambles mal, tu peux perdre très vite et prendre très vite une sale finalisation. Ouais, moi, c'est le premier truc que j'avais noté sur lui en grand et en gras, c'est physique. C'est toujours difficile à dire, mais je crois qu'avec lui, c'est assez clair. La force qu'il a, elle est visible. Le KO qu'il met sur Phil Hawes, bah, allez, c'est un simple jab cross. C'est pas qu'il surengage dedans. C'est pas que techniquement ça a l'air propre. T'as pas l'impression qu'il a un transfert de poids idéal. Techniquement, ça ressemble pas à du Charles Oliveira parce que c'est toujours l'exemple qu'on prend. Tu vois, Charles Oliveira, c'est pas le gars qui a l'air d'avoir une force incroyable, et pourtant quand tu le vois striker, il met des knockdowns, il met des knockouts à des gars qui ont plutôt l'habitude, enfin qui donnent l'impression d'avoir un bon menton. Donc Ikram Aliskerov, clairement, il a éteint les lumières de Phil Hawes sur un simple jab cross. Bon, alors oui, ça touche la pointe du menton, mais voilà, c'était le genre de jab cross que tout le monde met et que tout le monde est capable d'encaisser. Donc là-dessus, je pense qu'il y a vraiment une puissance innée dans ses frappes. Et quand ça va au sol, ouais, sa soumission au Dana White Contender Series, c'était encore plus impressionnant que celle de Islam Makhachev contre Dan Hooker. En termes de puissance, de vitesse d'exécution, ça avait l'air d'être ennuyeux pour l'adversaire. J'ai l'impression qu'une fois qu'il te prend le poignet, bah, tu bouges plus, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faudra faire gaffe, et c'est là où ça va être intéressant sur le point de vue stratégique. J'en ai parlé dans le récap avec Brian sur le combat Doumbé contre Zebo. Sean O'Malley, dans le combat contre Sterling, il avait confiance en sa capacité à survivre face au grappling de Sterling, mais il est rentré dans le combat comme si en cas de phase de grappling, il allait perdre. C'était vraiment genre je peux pas me permettre d'avoir une phase de grappling. Et je pense que Nassourdine devra avoir ce même mindset, parce que j'ai vraiment cette impression que si Aliskerov arrive à prendre une bonne position au sol, ce sera le début de la fin, parce que il m'a l'air d'être extrêmement compliqué ça a l'air d'être extrêmement compliqué à survivre contre lui au sol, un peu à l'image d'un Abdouragimov qui me semble aussi extrêmement fort physiquement et techniquement. Par contre, je te rejoins. Moi, j'avais noté pied-point médiocre et déplacement médiocre. J'ai pas du tout été impressionné sur ces derniers combats, sur ses déplacements. J'ai pas du tout été impressionné sur l'esthétique de son pied-point, et même sur l'efficacité. Phil Hawes,
c'est voilà, il envoie son jab cross et je trouve que c'est plus Phil Hawes qui fait une grosse erreur, qui commence à faire un peu le clown dans la cage plutôt que Ikram qui va chercher ce jab cross avec une haute précision. J'ai pas envie d'enlever du crédit là-dessus, mais j'ai l'impression que tu refais 10 fois le combat contre Phil Hawes, il y a qu'une seule fois où ça se passe comme ça. Ceci étant dit, voilà, c'est pas pour dire qu'il faut pas faire gaffe aux compétences de Ikram, même s'il a des mauvais déplacements. Ça fait un peu penser à Pepi. Aroboli. Ouais, voilà. C'est pas qu'il cadre bien, c'est pas qu'il met une haute pression avec des super bons déplacements, mais le fait qu'il avance tout le temps, c'est difficile à gérer. Michael Leboum l'a dit. Effectivement, c'est pas le gars qui a le meilleur déplacement qu'il a affronté, mais il avance tout le temps, il avance tout le temps, il avance tout le temps. Et à un moment, ça te fatigue. Et à un moment, tu es à une distance où tu rentres dans son jeu, et c'est ça qui te surprend. Et c'est ça le vrai risque pour Nassourdine, qui se déplace mieux. C'est tu peux te déplacer aussi bien que tu veux. Si à un moment, tu as 3 secondes de manque de lucidité et tu es un peu statique, bah, c'est là où tu rentres dans le jeu de Ikram. Et Ikram, c'est un vrai opportuniste. Il n'a pas besoin de 10 occasions pour te finaliser. Euh, donc, un moment peut lui suffire pour éteindre tes lumières comme contre Phil Hawes ou pour t'amener au sol pour te finaliser comme il l'a fait contre Souza. Je te laisse la parole parce que j'ai l'impression Ouais. d'avoir fait un long monologue. Non, c'était un bon complément. Moi, je le vois plus refaire un combat comme contre Souza, où il a mis beaucoup d'incertitudes et où il s'est servi de la lutte. Il l'a pas fait contre Oz, qui est logique, parce qu'il a une très bonne défense de lutte et c'était, je pense, de l'énergie gaspillée. Alors, on peut parler, il y a deux paramètres importants que je pense qu'il faut souligner là. Il y a un paramètre qui est plutôt pour Ikram, c'est le paramètre contextuel. Aujourd'hui, Abu Dhabi, je pense que c'est presque mieux pour eux que si c'était à Makashkala, c'est-à-dire que les Dagestanais sont soutenus, chéris et en nombre. Et Nassourdine n'aura pas cette étiquette-là parce que c'est un choc dagestanais et que Nassourdine représente la France. Donc, il y a un côté contextuel où ces mecs-là se préparent sur place et ils sont largement aidés là-bas. Donc, ça, c'est un côté qui va un peu plus pour Ikram Alisterov. Après, il y a un côté, si ce combat s'était fait il y a un an, le côté gabarit, parce que je pense que c'est un gros middleweight, Ikram malgré tout. Ceux qui n'ont pas vu le combat contre Khamzat qui est disponible gratuitement sur YouTube, on voit qu'il était plus costaud, même si c'est Khamzat qui l'éteint sur un uppercut, on voit qu'il était plus costaud que Khamzat, donc c'est un vrai 84 costaud qui doit à mon avis être aux alentours des 92, 93 le jour du combat. Donc, mais ça, c'est gommé. Moi, j'ai trouvé que Nassourdine fait un travail là-dessus. Il est notamment sur le dernier combat contre Curtis, on l'a vu. Curtis qui est pas très loin d'ailleurs des dimensions d'Ikram. Il est un petit peu plus petit, mais il a à peu près la même allonge, 76 pieds, pardon. Et c'est un peu quand même je pense il se sert moins de sa lutte, donc il est plus prévisible, Curtis, mais c'est un peu des styles qui peuvent être comparés en tout cas. Donc au niveau du gabarit, on voit que Nassourdine travaille beaucoup dessus. C'est vrai que le contexte est un peu plus favorable à Ikram puisqu'il sera sur place et ça fait un petit paquet de temps qu'ils sont déjà à Abu Dhabi et puis on sait qu'ils sont très soutenus là-bas les Dagestanais. Mais moi je vois quand même sur en tout cas ce que nous a montré Nassourdine sur ces 2-3 derniers combats, je le vois capable de faire un combat intelligent. On l'a vu contre Curtis avec des push kicks qui risquent d'être très déterminants là parce que c'est du gaucher-droitier. Son push kick pied gauche, il est très bon, Nassourdine. Et quand ça veut essayer d'aller vers l'extérieur, il contre avec la droite. Donc, je pense que avec un game plan no rush, avec des déplacements et peut-être un premier round pas ennuyeux, mais qui favoriserait les touches et le travail sur la cuisse droite de Ikram, c'est un combat qui peut être qui est largement à sa portée et qui pour moi il a les armes en tout cas pour le faire. Pour moi, c'est ça l'histoire du combat en fait. C'est Nassourdine a besoin de faire le combat parfait pour l'emporter. Je vais expliquer pourquoi.
Typiquement, Ikram Aliskerov, c'est le genre de gars, tu fais une demi-erreur et tu le payes sur ton combat. Je pense que, comme on l'a vu, Phil Hawes, à un moment, il était très bien dans ce combat, et puis à un moment, il était tellement bien qu'il a pris trop confiance. Et la confiance, ça peut être ton meilleur ami comme ça peut être ton pire ennemi. Là, ça a été son pire ennemi. Et Souza, une fois qu'il était sur son dos, c'était fini. Une fois qu'il a arrêté de se déplacer, Ikram, il a fait un shoot de très loin. Et puis il a amené ça au sol avec un petit chaining à la cage, et c'était le début de la fin. Très très beau passage de garde et très belle finalisation avec la Kimura. Il a d'ailleurs fait ça plusieurs fois au Brave aussi. Donc je te rejoins amplement. Je pense que Nassourdine Imavov, la clé du combat, ça va être le déplacement, la gestion de la distance et savoir attaquer à des moments opportuns. Un peu comme il le faisait contre Chris Curtis. Après, je pense sincèrement que Chris Curtis c'est quelqu'un qui n'intellectualise pas le combat. Et face auquel j'ai pas envie d'utiliser le mot facile, mais voilà, c'est possible de vraiment tourner autour de lui et le prendre pour un punching ball, même s'il avance tout le temps. Ici, la difficulté, c'est que tu vas avoir un gars qui va avancer tout le temps avec l'objectif de te lutter, pas l'objectif de te striker. Donc le combat peut très bien ressembler à John Jones contre Cyril Gane. Très important, tu l'as dit. Aujourd'hui, c'est pas très compliqué de se retrouver avec ce genre de profil. Un mec qui avance et qui lutte, il y en a, on peut en trouver. Là, le problème, il est important parce que c'est un gaucher. C'est chiant. Pour la préparation de Nassourdine, ça a dû être très chiant. Je sais pas quel stratagème ou quel subterfuge ils ont étudié, ils ont comment dire capitalisé pour essayer de l'habituer à ça. Mais ça, par contre, moi, je me suis mis dans la peau du head coach et de l'entraîneur pour préparer un gars comme ça. Le fait qu'il soit gaucher, ça change tous les côtés de tête sur le chain wrestling, sur les shoots dans les jambes. Et ça, par contre, c'est particulièrement préjudiciable et ennuyeux. Et je pense que ici, la clé, c'est peut-être sortir vers le côté ouvert, chose que on a l'habitude de dire, voilà, contre un bon striker, c'est préférable de sortir du côté fermé. Je pense que face à un bon lutteur, tu peux te permettre de temps en temps de sortir du côté ouvert, ce qui est beaucoup plus facile en garde ouverte. Donc là, Nassourdine va pouvoir sortir sur sa propre droite, donc sur la gauche de Ikram, et ça lui permettra certainement de garder pas mal d'espace derrière lui, parce que ça, c'est la clé pour moi. Nassourdine, on l'a déjà vu, il défend très très bien à l'ouvert. Par contre, Phil Hawes, justement, a pu arriver à gagner le combat avec du contrôle à la cage. Et je pense que si on a Ikram qui shoot à l'ouvert, il aura peut-être plus de mal à amener Nassourdine jusqu'à la cage. Nassourdine aura un système pour pouvoir sortir de là avec un frame anticipatif. Mais si Nassourdine se laisse trop facilement acculer à la cage et avoir que 30 cm derrière, entre son pied arrière et la cage, c'est là où il laisse des grosses ouvertures pour Ikram. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est ce que je voulais dire, c'est qu'on pourrait avoir un combat qui ressemble à Jones contre Gane, avec un Ikram qui arrive à amener ça au sol, et dès que ça va au sol, il trouve son chemin vers la finalisation, parce qu'on en a déjà parlé. Nassourdine a un incroyable sol, surtout quand il est en top position. Mais là, Ikram, il m'a l'air d'être quand même un petit niveau au-dessus et pourrait vraiment mettre une clim. Enfin, c'est chez lui, donc c'est pas mettre une clim, mais mettre une clim au public français. Mais le combat peut très bien ressembler aussi à Cyril Gane contre Sergei Spivak, avec un Nassourdine qui est juste en contrôle, en flow, qui gère super bien cette distance, qui laisse aucune opportunité à Ikram de bien shooter sur lui, et qui pointe ses frappes jusqu'à peut-être obtenir un finish même. Donc c'est pour ça que ce combat-là est difficile. Tu vois, c'est difficile de dire 55-45, 60-40, parce qu'en fait, la réalité, c'est que le soir du combat, ça se trouve, ça va ressembler à un 95-5. Parce que c'est une opposition de style, et si on reste dans la dynamique de Nassourdine pendant 100% du temps, ça va paraître être un combat facile pour lui. Si Ikram arrive à imposer directement sa lutte, ça risque d'être une soirée facile pour lui, et on pourrait très bien avoir un truc où il y a chacun qui a du succès à différents moments du combat. Et c'est ça, moi, qui m'intrigue, qui m'excite en fait dans ce combat, c'est qu'il y a tellement de scénarios possibles que l'important pour l'un comme pour l'autre, c'est de venir avec une bonne stratégie et d'être en forme optimale le soir du combat. Il faudra vraiment bien dormir, avoir bien géré son cut, parce que ça va beaucoup jouer là-dessus.
Ouais, tu as raison et même quand on parle d'échanger avec les gens qui nous écoutent et même voire d'éducation, mais pas au sens maternel du terme, hein, en termes de MMA, c'est important de rebondir sur ce que tu as dit. Le fait qu'un combat se termine très vite, 15 secondes, 1 minute, 30 secondes, 2 9 minutes même, secondes. ou 9 secondes même pour coller avec l'actualité, c'est pas du tout. Et le meilleur exemple, c'est Aldo McGregor. Ça n'a rien à voir avec les cotes de Paris ou l'écart de niveau. Euh, c'est très souvent le cas avec des punchers, avec des mecs qui ont un très gros sol. Voilà, il y a un scénario où ça peut aller très vite dans un sens ou très vite dans l'autre. Et ça ne veut pas du tout dire que l'adversaire n'était pas à sa place ou que Hmm. le combat n'aurait pas pu être dans un autre scénario. Et c'est vrai que ce combat-là, euh, alors, en étant totalement objectif, moi je vois Nassour avec les armes est légèrement favori, mais c'est vrai que je pense que le Nassour c'est plus sur du long terme. C'est sur un travail de destruction de la jambe avant, sur un Ouais. travail répété de boxe ou à la décision. Moi, à mon avis, d'ailleurs, dans mon prono, j'anticipe un peu, je vois plus ça. Mhm. Euh, mais ça peut être un combat facile pour lui, c'est-à-dire qu'il peut très bien se déplacer, avoir bien pris la mesure de Ikram, le mettre dans le vent et passer ses push kicks et sa boxe. Cela Ouais, étant, alors, oui, je vas-y. t'interromps juste. Pas un combat facile, mais un combat qui paraît facile. Voilà. Il peut donner l'impression au public que le combat était facile, mais quoi qu'il arrive, enfin, combattre contre un Ikram qui avance tout le temps, c'est jamais facile parce que tu auras toujours cette crainte de je peux pas être déconcentré une demi-seconde. Et comme tu le dis, Nassourdine, c'est pas spécialement quelqu'un qui finalise au premier round, en tout cas depuis qu'il est à l'UFC. Donc il a besoin de gérer ce combat et d'être lucide à 200% jusqu'au moment où c'est fini, que ce soit après 15 minutes de combat ou après 12 minutes et 30 secondes par exemple. Ouais, c'est ça. C'est un combat qui paraît très facile de par les déplacements, mais déjà quand tu prends un mec qui est fort au sol, qui a une bonne lutte et qui frappe fort, c'est jamais un combat facile. Tu as besoin d'une Voilà. concentration de tous les instants et tu as besoin de gérer ça et d'être dans une concentration parfaite. Mhm. Mais il a les armes pour le faire. Après, est-ce qu'il est capable de refaire ce qu'a fait Kamzat? Alors oui et non. Je pense qu'au niveau de la technique, il a largement de quoi mettre cette uppercut et court-circuiter Ikram. C'est juste un problème de distance. C'est-à-dire que Ouais. c'est une distance où Kamzat est rentré parce qu'il a la lutte et les réponses, entre guillemets, à ces situations de scramble ou de Greco si elles intervenaient. Mhm. Du coup, il s'est laissé amener dans une distance boxing range très collée, voire même dans la poche. Et je pense que Nassourdine se laissera pas aller dans ces, comment dire, dans ces distances, même si, encore une fois, sur ses prises de dos, sur sa gréco, sur ses amenées au sol, avec le knee under qu'il a fait sur Curtis, il nous a Ouais. montré de très belles choses. Mais sans manquer de respect à Chris Curtis, c'est pas le même niveau de lutte, je pense, pas Non. du tout même le même niveau. Non, non. Et je pense que sur ce combat-là, il va pas s'y risquer, en tout cas pas en début de combat. Ouais, et je pense d'ailleurs, parce que bon, maintenant on est obligé d'utiliser le terme que tu nous as sorti, envoyer des signaux sur le tunnel du lutteur. Ça, évidemment, c'est quelque chose qui doit faire partie de l'arsenal de Nassourdine ici, mais c'est plus en contre. Genre l'uppercut arrière, je le vois plus. Voilà. C'est plus quelque chose de réactif, peut-être en réaction à un shoot lointain de Ikram, où il pourrait se dire tiens, tu sais quoi, je vais lancer mon uppercut et désengager par derrière. Ça, c'est quelque chose que je peux voir. Et c'est là où ça revient à ce point de la gestion de la distance sera très importante. S'il arrive à imposer une distance, parce que, alors, je vais prendre 2 secondes pour expliquer ça, parce que c'est logique, mais tout le monde ne l'a pas en tête. La distance, c'est du temps. Parce qu'en fait, distance fois vitesse égale temps de réaction. Si tu es à 3 mètres de quelqu'un et qu'il a une vitesse humaine, même si c'est Usain Bolt, tu le vois attaquer. Parce que les 3 mètres, il aura besoin de peut-être 1 seconde et demie pour arriver à t'attaquer. Et 1 seconde et demie, c'est largement suffisant que pour réagir. En général, quelqu'un de lambda, une demi-seconde, c'est son temps de réaction classique, on va dire. Un bon combattant, c'est un quart de seconde, et un excellent combattant, c'est un cinquième de seconde. Et les très très fins techniciens, c'est encore moins que ça. Donc ça, c'est très important. Maintenant, si tu as quelqu'un à 3 mètres de toi, mais qu'il a un super pouvoir et qui se déplace à la vitesse de la lumière, ben, il va savoir te toucher. Donc c'est vraiment cette notion de distance plus vitesse égale temps de réaction pour l'adversaire. Donc si Nassourdine arrive à se positionner à une distance qui lui permet d'avoir un temps de réaction suffisant par rapport à la vitesse d'entrée de lutte de Ikram Aliskerov,
pour pouvoir sortir et défendre sans problème, mais il a tout à gagner. Et je pense sincèrement que le kicking range, c'est top ici pour Nassourdine parce qu'il va pouvoir pointer le petit bidou de Ikram Aliskerov avec son front kick. Il va pouvoir, comme tu l'as dit, fatiguer la jambe avant avec ses low kicks. Et il a des très bons in and out qui sont très rapides. Donc il va pouvoir rapidement rentrer au boxing range à bras tendus, placer son jab ou son direct et sortir directement. Je crois qu'une des clés aussi pour Nassourdine, enfin deux des autres clés, c'est feinte et single attack. Pas les combinaisons au début en tout cas. Ouais, je te rejoins, mais il a vraiment les armes pour le faire. Moi, j'ai vu un push kick, et tu sais que c'est des combinaisons, enfin des coups plutôt sur lesquels je suis très sensible, puisque Manon s'en sert aussi beaucoup, elle le fait très bien. J'ai trouvé un push kick on voit qu'il bosse le mec. C'est-à-dire que il y a des trucs qui trompent pas, et sur ce push kick jambe avant qu'il fait, il y a des heures et des heures de travail au sac et à la salle, mais c'est énorme parce que pour arriver à le faire avec cette vitesse, avec cet impact et 100 ans de préparation, ouais, le gars bosse, mais de fou. Hein. C'est un truc, ça trompe pas. Écoute bien ce que je vais te dire, mon Chris, mais ça, c'est 5 à 10 heures de boulot par semaine de façon vraiment régulière et récurrente. C'est-à-dire que Nassourdine est un gros bosseur. Et quand tu vois l'évolution du push kick pendant ses combats pour arriver à maturité contre Curtis, le gars bosse. Et du coup, c'est une très grosse arme parce que son anglaise, son jab, ses déplacements in and out avec la droite qui est vraiment intéressante quand ça force un peu le passage, c'était déjà très bien. Mais c'est pas que c'était pas suffisant, mais c'est le jeu d'Aliskerov de rentrer là-dedans. Il est un petit peu plus petit, il prend bien les coups. Donc ça aurait pu poser problème. Mais rajouter à ça effectivement son Maigiri, c'est-à-dire son front kick qui fait très bien, et le push kick sur la jambe avant avec une garde inversée, ça fait beaucoup d'armes. Ça fait beaucoup d'armes et je pense que ça peut largement être suffisant pour annihiler le jeu d'Ikram. Après, ça reste une opposition de style, ça reste quelqu'un qui a faim, ça se voit à Aliskerov, puis il est plus vieux que Nassourdine, il sait que c'est... T'as vu, il y a une politique maintenant qui est faite par l'UFC qui est quand même très nette. T'as plus le temps quand t'es Dagestanais. C'est-à-dire que on te laisse pas prendre tes marques comme Islam ou Khabib ont pu faire petit à petit et rentrer dans le game. T'es bon, tu prends un mec fort. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, c'était une de mes questions du podcast, mais vu nos pronostats, je pense pas qu'on puisse dire qu'il brûle les étapes. Parce que ça, évidemment, c'est assez particulier comme match-up. Hein. C'est son deuxième combat à l'UFC. Il va chercher quelqu'un du top 15. Et de base, il était prévu d'ailleurs contre Paulo Costa. Donc voilà, on aurait pu dire qu'il brûle les étapes ou il crame les étapes. Mais, mais oh là là, Chris. Mais là, c'est pas le cas. Je propose qu'on passe sur la partie game plan. J'ai l'impression qu'on l'a déjà plus ou moins établi pour Nassourdine. Donc je vais résumer et synthétiser tout ce qu'on a déjà dit. Puis tu me dis si tu as quelque chose à ajouter. Et puis on va se concentrer sur peut-être la stratégie que peut mettre Ikram sur la table pour favoriser ses chances de victoire. Donc du côté de Nassourdine, la base de la base, ce sont les déplacements et je vais même préciser en disant les déplacements anticipatifs. Donc il doit avoir une vraie conscience de où il se situe dans la cage pour s'assurer de jamais se rapprocher de celle-ci. Donc il doit de temps en temps faire des resets, de temps en temps aller chercher le karaté range pour récupérer le centre et utiliser éventuellement des feintes dans l'espoir que ça fasse reculer Ikram pour lui reprendre un peu du terrain. Donc feinter pour avancer. C'est une des stratégies qu'on peut avoir derrière les feintes. Donc je reste sur les feintes. Je pense que les feintes seront primordiales pour voir les réactions de Ikram. Éventuellement provoquer une tentative d'amener au sol sur une feinte, ce qui lui permettrait de pouvoir la contrer. Le point d'après, c'était un travail de sap, beaucoup de single attack, peut-être pas trop combiné, utiliser ce jab, utiliser ce front kick, utiliser ce stop kick, utiliser ces low kicks, avoir des signaux qui s'envoient sur le tunnel du lutteur sans spécialement vouloir les marquer, mais juste lui montrer qu'il y a un uppercut qui peut venir, lui montrer qu'il y a un genou arrière qui peut venir, lui montrer qu'il y a un switch genou qui peut venir s'il shoot avec la tête sur l'extérieur de la jambe avant de Nassourdine. Ne pas avoir peur de circuler du côté ouvert de Ikram. Et alors, ouais, comme on dit souvent avec Brian, clinch and ground is lava. Donc, à tout prix, éviter le clinch et
Et le sol, c'est quand Ikram essaye de rentrer, le but c'est de désengager, c'est pas de défendre, c'est pas de prendre une position de contrôle, en tout cas sur le premier round. Et alors je rajouterai un petit point, comme tu l'as souligné, euh, crescendo, patience et discipline sur le premier round, attendre qu'une fatigue s'installe, et puis commencer à vraiment utiliser un travail de sape, surtout au corps, parce qu'il a besoin de mettre Ikram sur une dette énergétique. Parce que si c'est dans l'autre sens, si c'est Nassourdine qui fatigue d'abord, quand le striker est fatigué contre le grappleur, là, c'est vraiment pas bon. Écoute, pour moi, elle est quasi parfaite. Allez, une phrase à rajouter. Si ça va au clinch, travailler sur un contrôle de la ceinture scapulaire, c'est-à-dire de la ligne d'épaule, et préparer le 2-on-1 parce que je trouve que c'est le meilleur mode de défense sur ce genre de lutteur pression qui va enchaîner en chain wrestling et en cage control derrière pour aller loquer la ceinture sous les fesses. Je pense que le contrôle du poignet en 2-on-1, parce qu'il est très fort physiquement, c'est la meilleure des défenses possibles et ça permet de s'extraire relativement rapidement de la situation et d'avoir une défense proactive plutôt qu'une défense passive. C'est ce qu'il faut faire, à mon avis, contre ce type de lutteur. Si tu es en défense passive, tu finis par tomber, c'est trop fort. C'est trop fort physiquement et il connaît, c'est son jeu, c'est le truc qu'il fait depuis le sambo, t'imagines. Ça fait peut-être 20 ans qu'il a ce jeu-là. Donc, défense passive, ça marche pas avec ces mecs-là, tu finis toujours par tomber. Défense proactive 2-on-1, c'est à mon avis la clé qui permet de circuler et de le remettre dans un schéma de striking. Mais ouais, rien à rajouter pour le game plan de Nassourdine. Le tout premier podcast qu'on avait fait ensemble, comment battre Khabib, on avait souligné ce point. On avait souligné d'ailleurs, c'était plutôt McGregor qui nous avait ouvert les yeux là-dessus. C'était que défensivement, le 2-on-1 fonctionnait très bien contre Khabib. Et ici, on peut vraiment partir du principe que c'est la même chose. Et allez, récemment, il y a beaucoup de gens qui ont utilisé du 2-on-1 contre des styles d'Agues et ça a prouvé que ça avait bien fonctionné, notamment Volkanovski contre Islam Makhachev. Alors du côté de Ikram, si tu étais dans son coin, qu'est-ce que tu donnerais comme instruction pour combattre face à quelqu'un comme Nassourdine? Alors, un peu compliqué à imager pour nos auditeurs, mais il faut se faire un petit mix de ce qu'on a vu précédemment. Au niveau des déplacements, je vais parler de Manon et de Rose. Il faut, pour essayer d'annihiler ce push kick un peu, faut essayer d'aller vers l'extérieur et de tenter les prises de dos sur les push kicks. Ça demande beaucoup d'intelligence de combat et je suis pas sûr que Ikram et les qualités de Rose Namajunas en déplacement, cela étant, c'est vers là qu'il faut tendre parce que ces push kicks peuvent être vraiment un très gros problème. Les feintes, bien évidemment, pour pouvoir essayer de faire déclencher Nassour, même si, on l'a dit, de l'autre côté, ça devrait boxer sur un coup, en tout cas sur les 5, peut-être 7 premières minutes de combat, c'est-à-dire un round et demi. Et moi, je pense initier très vite le corps à corps et le clinch parce que on voit que s'il est frais, Nassourdine, il est dangereux et que quand il est dans son combat à lui, il est largement au-dessus. Il faut reconnaître ça, tu vois. Moi, demain matin, je suis coach d'Ikram. Je lui ai dit, il faut pas se tromper de combat. Debout, on est moins fort. Il faut initier rapidement. Alors, bien sûr qu'il faut pas, aller au feu trop vite, mais quand même, Nassourdine, c'est pas un garçon qui a beaucoup de ratio au niveau du KO. Moi, je pense qu'il est largement capable de le faire, mais ça, c'est pas ce que je pense. C'est quand t'es entraîneur et quand t'es dans le coin de quelqu'un, c'est les faits et uniquement les faits que tu dois prendre en compte et pas ton ressenti. À partir de là, on l'a rarement vu éteindre quelqu'un sur une frappe. Donc, il faut s'empresser quitte à protéger tempe et menton en montant bien les mains, il faut initier le corps à corps très rapidement. Quand je dis très rapidement, pour moi, c'est dans les deux premières minutes de combat. Il faut boxer tout de suite avec des feintes de changement de niveau et des incertitudes, parce que pareil, quand c'est trop fort en boxe, il faut renforcer les informations et fatiguer la ligne d'épaule. Donc, moi, je pense qu'il faut pas qu'il perde de temps là-dessus, parce que s'il veut avoir un travail significatif dans la fatigue musculaire, il faut l'initier rapidement. C'est pas un 5 rounds, c'est un 3 rounds. Donc, ça va vite. C'est celui qui gagne 2 rounds, qui gagne le combat. Donc, il y a aucun temps à perdre, parce que le KO, il se cherche pas, pardon, il se trouve. Donc, il faut pas dire, je vais le mettre KO en avançant sur lui. Tu n'en sais rien, il se déplace bien. Donc, moi, s'il était dans le coin d'Ikram, voilà.
déplacement vers l'extérieur pour essayer d'annihiler ce travail en front kick, main très haute pour le travail d'anglaise, des feintes pour désobstruer le tunnel du lutteur effectivement et pouvoir travailler sur des angles parce que s'il reste de face, on sait que Nassour sait bien faire, et initier très rapidement le corps à corps type clinch de Greco ou cage control de façon à pouvoir user Nassour et espérer en tout cas l'user parce que quand il initie ce genre de corps à corps, il y a deux trucs. Il y a le truc que voient les téléspectateurs et les spectateurs en premier, c'est-à-dire qui tombe et qui tombe pas. Ça, c'est le côté un peu candide de ce sport. C'est-à-dire que, ah ouais, mais il a bien défendu. Exemple, Conor, Khabib. C'est-à-dire que sur le papier, les supporters de Conor et la grande majorité, ils ont dit, waouh, il a gagné le round contre Khabib, il a défendu les amenés au sol et il l'a touché plus. Ça, c'est le côté un petit peu candide de la chose et le côté inexpérimenté. Ce qu'il fallait voir, c'est que oui, il a gagné le round. Mais est-ce que la dépense énergétique, si on doit chiffrer la dépense énergétique de Khabib et celle de Conor, on aurait dit quoi? On aurait dit peut-être 5 sur 10 pour Khabib et 10 sur 10 pour Conor. Donc, les faits sont que Conor a gagné le round, il a défendu la lutte de Khabib à merveille, il a touché, mais la dépense énergétique impliquée par rapport à leurs deux actions a laissé une très grosse dette d'oxygène pour Conor. Même chose là pour Ikram Nassour. Peut-être que Nassour peut ou va défendre les peut-être 5 premières amenées au sol, mais est-ce que la solution peut être là-dedans? Clairement oui. Ouais. Est-ce que pour défendre ces 5 premières amenées au sol, il va laisser une dette énergétique et il va dépenser plus d'énergie qu'Ikram n'en a initié pour amener le combat ici? Possible. C'est ouais. Je regardais pendant que tu parlais le palmarès de Aliskerov parce que je me souvenais plus trop de ce qu'il est capable de faire quand les combats durent, parce que j'avais pour souvenir qu'il avait pas mal de finish assez rapides, mais c'est vrai qu'avant son combat au Dana White Contender Series, c'est une victoire à la décision, et avant ça, c'était au deuxième round, au troisième round, au troisième round, au troisième round, ses dernières victoires. Donc il a pas mal de victoires au troisième round, donc on doit partir du principe que il est capable de garder sa dangerosité sur la durée, et donc ça peut être dans son intérêt effectivement comment j'ai exprimé ça, d'essayer de fatiguer Nassourdine dans son jeu. Parce que c'est ce qu'on dit, quand tu as une opposition de style, le lutteur, plus il reste debout, plus c'est lui qui fatigue, par défaut. Hein. Il y a des exceptions, évidemment. Et à l'inverse, si le grappleur arrive à imposer son jeu, même sans avoir beaucoup de succès, donc par exemple bloquer à la cage, rater les amener au sol, mais grinder, à un moment c'est les bras du striker qui vont fatiguer plus vite et ça pourrait ouvrir des portes pour des amener au sol plus tard dans le combat. Il y a beaucoup de combattants qu'on connaît qui shootent et même s'ils ratent toutes leurs amener au sol dans le premier round, ils vont en obtenir une à la fin du deuxième et ça peut leur suffire pour gagner le combat. Donc maintenant moi je trouve que tu as fait un super résumé pour Ikram. Je vais rien ajouter, je vais juste l'exprimer d'une autre manière parce que j'aime bien parler comme ça. La pire situation pour Ikram, ce serait de se trouver dans une distance où il se fait toucher et où il peut rien faire contre Nassourdine. Il y a une distance où Nassourdine est capable de le toucher sans que Ikram puisse le toucher. Et donc dans cette logique, tu dois te dire à la place de Ikram, c'est je vais me faire toucher. Quitte à me faire toucher, je préfère avoir une opportunité derrière. Et donc, il doit faire une certaine prise de risque dans ses déplacements. Je pense qu'il y a une différence entre juste avancer et ressembler à un punching ball et forcer d'avancer, avancer à l'extrême, parce que je pense que Nassourdine sera beaucoup moins confortable à devoir constamment se déplacer qu'à pouvoir se déplacer, toucher, se déplacer, toucher. Il y a une énorme différence entre les deux. Dans les deux cas, Ikram va se faire toucher. Mais comme tu l'as souligné, Imavov, on ne l'a pas vu finaliser quelqu'un sur un seul coup de poing. Alors, c'est pas pour dire que c'est impossible. Ça pourrait être la première fois le samedi 21 ou 22 octobre. Mais d'un point de vue analyse, je pense que tu as raison. Tu disais, Aliskerov, dans les 2 premières minutes, il doit au moins initier un peu de clinch et de grappling. En tout cas, c'est ce qu'il doit chercher. Et je pense qu'il doit vraiment être proactif, qu'il doit avancer de manière presque non réfléchie. Il peut pas juste avancer, il doit beaucoup avancer vite, avancer fort pour vraiment provoquer Nassourdine d'être sur son pied arrière. Et comme on le dit souvent, être sur le pied arrière, tu dois boxer, tu peux quasi plus kicker, qui fait partie du game plan qu'on a élaboré pour Nassourdine. Donc je pense que Ikram doit être beaucoup plus en mode locomotive, encore plus que d'habitude.
Ouais, tu as bien résumé mes pensées qui peuvent paraître, à mon avis, des fois un peu obstrues, parce que je m'imagine le combat en même temps, donc c'est peut-être pas, ça manque un peu de lisibilité, mais voilà, tu l'as bien résumé. En tous les cas, il y a 15 minutes qui doivent être féroces et intensives pour Ikram, et ça pourrait effectivement être une très belle opposition de style. Moi, je pense que malgré tout, on va voir des rounds disputés, c'est-à-dire que je pense que ça va pas être un combat linéaire, ou en tout cas que dans un sens. Ça risque d'être un combat très engagé, et je vois bien 2 rounds à 1, moi, ou ce genre de choses, tu vois, à la fin du combat. Ouais, voilà. Sur ce combat, il y a tellement de scénarios possibles que voilà, on peut limite tout imaginer sans réellement se tromper avant. Et c'est peut-être une bonne occasion pour moi de faire ce truc de. Ça me fait rire les gens qui viennent commenter après un événement alors qu'ils n'ont rien dit avant pour dire ah vous êtes complètement trompé. Ouais, mais tu sais c'est un peu comme Mais tu regardes deux potes qui jouent au pile ou face et puis tu te fous de la gueule de celui qui s'est trompé, tu vois. Alors que avant tu sais que c'est du 50-50, mais au moment où le pile ou face est fait, c'est plus du 50-50, c'est du 100-0 parce que tu as vu la situation et un scénario se produire. Donc ici on est totalement et c'est ça. Quand nous on analyse, on est totalement conscient que c'est du MMA et que tous les scénarios sont possibles et imaginables. On essaye de mettre en avant ceux qui sont les plus probables selon nous et selon les données qu'on a pu analyser avant d'enregistrer le podcast. Mais pourquoi on s'est complètement planté? Je suis pas du tout d'accord. Je veux dire, il y a beaucoup de pronos où on est tombé juste sur ce PFL. Oui, Et si bah tu oui. t'amuses en plus, moi, tu sais ce que j'ai fait par curiosité, je suis allé rechercher les cotes de Aldo McGregor de l'époque, et ça collait à peu près pareil que c'est-à-dire que il y avait personne qui pensait que ça allait durer 10 secondes, et personne n'aurait parié là-dessus, et ce sont des choses qui peuvent arriver. Et je vais même reciter une phrase qu'on a dit ensemble, hein, c'est même pas moi qui m'attribue cette phrase. On a dit le combat, il faut pas se tromper de combat. Je crois que c'est moi qui l'ai dit, et vous avez développé derrière avec Brian, parce que ça peut sinon se finir vite. Bon ben voilà, c'était un cas de figure qu'on avait envisagé, et je veux dire, qui de sérieux ou de crédible aurait pu dire non, non, c'est 99-1 et ça va durer 10 secondes. Non, ça n'existe pas. Allez, messieurs, restons sérieux. Non, non, non. L'engouement qu'on peut avoir pour un fighter, il est compréhensible et bravo. Compréhensible, pardon, et bravo, mais il faut rester sérieux. Ce ne sont pas des cotes qui existent. Même en cas de déséquilibre absolu, les cotes maxi qu'on peut trouver, c'est du 7 contre 1. 7 contre 1 veut toujours dire 70-30. Donc restons sérieux, restons courtois. Merci pour vos messages de bienveillance, mais arrêtons de critiquer les événements 3-4 jours après en disant vous êtes bien planté, parce que moi je trouve objectivement qu'on s'est absolument pas planté. Ouais, et ça me fait penser, Brian avait dit ça en off, mais Jorge Masvidal contre Ben Askren, tu vois. Pareil, C'est bien sûr. clairement du 99-1 le soir du combat, et je sais qu'on peut faire le monde avec le si, mais si ce genou passe pas, il y a une forte chance que Jorge Masvidal ait servi de serpillière à Ben Askren. Et tout le monde qui avait analysé le combat avant, personne n'avait vu ce genou sauter Bien venir, sûr. à Il part est Jorge au Masvidal favori. et son équipe. Et même lui-même, il s'était dit, il l'a dit dans une interview. Il dit je l'envoie, je pense pas qu'il va passer, mais même s'il passe pas, ça envoie une indication. Enfin, c'est un signal qu'il envoie dans le tunnel du lutteur, et ça aurait pu rendre plus attentiste Ben Askren pour la suite du combat. Donc c'était un move très intelligent. On va revenir ici pour donner nos pronostics finaux et nos préférences. Je pense que la préférence, elle est assez claire. On est tous les deux pour une victoire de Nassourdine. Bien sûr. Je pense que tu as donné ton prono. Tu vois Nassourdine 29-28 à la décision. C'est Ouais, bien ça? exactement. Exactement ça. Moi, je vais. Franchement, c'est trop complexe d'être noir ou blanc dans ce combat. Je peux autant voir Nassourdine finaliser Ikram que gagner à la décision. Je peux voir Ikram gagner à la décision, comme je peux le voir soumettre Nassourdine dans le premier round. Ici, donc, il faut se diriger vers le scénario le plus probable, selon moi. Et selon moi, bah, je vais te rejoindre. Je vais voir Nassourdine sur une décision. Et là, j'avoue que tu vois, de temps en temps, j'ai une préférence en disant, ouais, j'aimerais bien voir Nassourdine dans la difficulté, se relever en dessous de Alice Kerov. Non, ici, j'ai vraiment envie de le voir faire une masterclass. Ma préférence, c'est de voir un Nassourdine qui gère cette distance, qui pointe, un peu comme il a fait contre Curtis, en fait. Un combat comme contre Curtis, sauf que ça va à un terme qui ne se termine pas sur un no contest. Ce serait ça ma préférence. Ouais, attention au choc de tête, hein. On sait que gaucher-droitier, c'est souvent le cas.
On a bien vu ce qui s'est passé avec Manon et Rose aussi. Donc, Ouais. j'espère pour lui qu'on ne se dirige pas vers un scénario encore masterclass de Nassour. Parce que, franchement, Curtis, c'était pas une masterclass, mais c'était un très, très bon combat qui dominait de façon évidente, sans aucune difficulté. C'est vraiment dommage que ce soit pas un vert pour lui. J'espère pour lui que ce combat-là avec les chocs de tête, va pas influer bêtement par rapport à un coup du sort. Mais, moi, je trouve qu'il est sur une bonne dynamique et effectivement, je vois 55-45 pour une victoire à la décision où il gagne 2 rounds à 1 et où effectivement, alors pourquoi je dis 2 rounds à 1 parce que bon, c'est pas un peintre en face, hein, il a des qualités, mais Nassourdine a toutes les qualités pour le contrer, pour pouvoir sortir victorieux de cet affrontement. Parfait, on a fait le tour. Aldric, un tout grand merci. Chris, bien joué. T'as de nouveau oublié à tout le monde de. J'ai de nouveau oublié de dire à tout le monde de liker la vidéo et de s'abonner et de commenter. Tant pis, je le fais maintenant en fin de vidéo. Merci à Oui, Unibet. Merci à toi, Aldric. likez la vidéo et on lit tous les commentaires avec Chris, on en reparlera. Si le petit côté réaction vous a plu, même si c'est très chiant pour moi parce que ça me demande de pas regarder le combat de façon habituelle, si ça vous a plu, on refera des vidéos comme ça. Il suffit juste de le dire en commentaire et on les refera avec grand plaisir. Yes, nickel. À bientôt.